Allez, c'est reparti. C'est reparti. Alors. Alors, cet après-midi. Donc, on va voir les différents outils qui peuvent nous aider à dépanner Windows. Les outils que vous devez connaître dans le Windows. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça le mot de passe Boostman? C'est pas grave, on est en train de faire. Alors, allez, petite sieste. Ah oui, allez. Allez. Vous éteignez les ordi, posez la table sur le bureau. Donc, bonne nuit, petit. Pardon. Excusez-moi, merci. Alors, le premier outil qu'on va utiliser, je vous invite à... Ah, vous avez encore vos VM de la semaine dernière? Vous avez une VM Windows 10? Oui, parfait. Vous appuyez sur le bouton démarrer et vous écrivez FIA. Comme fiabilité. Et il doit vous proposer normalement un truc qui s'appelle afficher l'historique de fiabilité. Fiable. Ou vous écrivez afficher l'historique de fiabilité, ou vous écrivez que fiabilité. Et souvent, mon fils, il y a toujours des croix. Alors, à quoi qui va nous servir l'historique de fiabilité? Tac, 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 je l'ouvre. Et ça va vous permettre d'avoir un rapport de fiabilité. Alors, il est possible que ce soit pas très intéressant dans vos VM parce que elles n'ont pas démarré depuis très longtemps. Ce serait peut-être pas mal de le faire sur l'autre. Tu veux qu'on le passe sur l'autre? Pareil. Là, si je le fais sur mon hôte à moi, voilà, c'est un petit peu plus Soyons intéressant. dingues. Ah oui, c'est pareil. Il y a quelques erreurs quand même. J'ai pas trop planté. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser dans le moniteur de fiabilité? Vous avez en haut un trait bleu là qui représente un petit peu la note de votre machine. Plus votre machine fonctionne sans erreur, plus la note est haute. Et s'il y a des journées où il y a des erreurs, la note va descendre. Donc l'intérêt ici, c'est d'avoir un espèce de détecteur de mensonges si Brigitte vous ment. Si Brigitte vous dit « Oh, mais mon ordinateur il plante 4 fois par jour, j'ai Word qui déconne, etc. etc. » Il pourrait imaginer pas mal de dysfonctionnements, pas mal de menteries. Bah là au moins vous savez que chaque jour, il s'est passé plus ou moins de choses. Alors vous avez les petits i bleus, c'est des événements. Il s'est passé quelque chose. Donc là je vois par exemple mise à jour Windows Update. Donc ça qui s'est passé ce jour-là. Et les éléments rouges, c'est... Voilà. Donc là, je sais que le logiciel MOBA externe est stopped responding and was closed. Donc je sais que ce programme a planté ce jour-là à 15h27. Alors ça, c'est super pratique pour savoir ce qui s'est passé. Quand, je vous rappelle que quand vous faites du dépannage, vous devez poser des questions, Brigitte. Ah, Word, il plante, très bien, depuis combien de temps? Bah, je sais pas trop. Ok. Et bon, on va aller voir dans le moniteur de fiabilité. Et comme ça, vous voyez effectivement, tous les jours, il y a une croix rouge et c'est Word a cessé de fonctionner. Bon, bah, je vous dis la vérité. Si par contre c'est une fois tous les 2 mois,
Bon bah là, non, Brigitte, manifestement, ça plante pas tous les jours votre truc. Donc c'est très intéressant, au moins au début, pour voir où est-ce qu'on en est sur la fiabilité de Brigitte. Quand à nous raconter des menteries ou nous dire la vérité. Donc en général, c'est là que je vais en premier. Quand je dois détecter des problèmes sur une machine, et en particulier des problèmes applicatifs, je vais d'abord ici, dans le moniteur de fiabilité. Ça me donne une bonne idée de la santé de l'ordinateur. Donc premier outil. Le deuxième outil où je vais souvent, c'est l'observateur d'événements. Alors vous pouvez retourner dans votre VM ou le faire sur l'autre si vous voulez. Est-ce que vous vous souvenez de l'outil gestion de l'ordinateur? Oui. Dans l'outil gestion de l'ordinateur, il y a quelque chose qui s'appelle l'observateur d'événements. Observateur d'événements. Et dans observateur d'événements, vous avez journaux Windows. Et dans journaux Windows, vous avez plusieurs journaux. Celui qui m'intéresse, c'est très souvent celui qui s'appelle système et applications. Ouh, ben j'en ai des erreurs. Hein. Très bien. Ah. Quoi? Hein? Eh ben, c'est très bien. Alors, est-ce que vous avez trouvé les journaux Windows de l'observateur d'événements? Ouais. Alors, dans les événements que vous allez trouver, vous avez des messages du type information. Donc, les messages d'information, c'est il s'est passé quelque chose. Et là, ça me fait froid dans le dos. Ouais. Ah oui, non, non. C'est bon. Eh ben, je ne peux pas l'ouvrir. Merci. Voilà, donc là j'ai un événement et qui dit que l'optimisateur de stockage a terminé la défragmentation sur ces deux points, très bien. Vous avez l'heure à laquelle il est arrivé, la catégorie, l'événement, l'utilisateur, la source, donc c'est Defrag qui a fait ça. Évidemment, dans les observateurs d'événements, il y a beaucoup d'événements du type informatif. Vous allez y aller des fois quand vous cherchez un événement en particulier. Ça peut vous arriver, on va vous demander, voilà, j'ai tel service, le service antivirus, j'ai tel logiciel, mon pare-feu, etc. Bien, quand il effectue des actions, certaines actions, il écrit un événement dans le journal d'événements. Et des fois, on cherche cet événement, ça justifie que quelque chose s'est bien passé, en général. Ça peut être une vérification de bon fonctionnement, hein, l'observateur d'événements, si vous cherchez un événement du type information. C'est pour vous dire que quelque chose s'est passé. Après, vous avez les événements du type avertissement. Donc, comme son nom l'indique, c'est un avertissement. Donc, je ne sais pas à quoi il sert celui-là. J'en ai pris un au hasard. Hein. Pareil, vous avez une source, une date, une heure. Et enfin, vous avez les erreurs. En général, c'est ça qu'on cherche. Si on vient faire un tour dans l'observateur d'événements, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe mal. J'ai un problème sur cette machine. Et le message d'erreur, par exemple, je vous ai dit qu'on essayait de refaire la panne, que la panne nous affichait un message d'erreur. Le message d'erreur n'est pas assez explicite. Grand classique, vous avez un message d'erreur, il y a écrit erreur interne. Erreur interne, ça m'aide pas. Hein. Je ne vais pas aller très très loin avec ça. Donc je vais aller faire un tour dans l'observateur d'événements et bon, bah, il est possible que dans l'observateur d'événements, j'ai une erreur avec plus de détails. Échec de l'activation de la licence, c'est lui, le code est le suivant. Donc là, j'ai un code erreur plus explicite. Je pourrais aller chercher sur Internet ce que veut dire ce code erreur-là, si je dois approfondir cette erreur-là. Même si bon, ça me parle de l'activation de la licence, bah, vu que j'ai des versions d'évaluation, je comprends qu'ils ne puissent pas activer la licence vu que j'ai pas mis de licence. Bon, c'est une erreur qui reste cohérente ici. Rien d'anormal à ce niveau-là. Donc je vous invite bien sûr à aller lire les erreurs, parce que les erreurs en fonctionnement normal, c'est pas normal. Donc j'ai une statue. Bon, celle-là, je sais pas ce que c'est que cette erreur-là. Donc allez dans les observateurs d'événements, à la pêche aux informations.
Quand vous êtes dans les observateurs d'événements, si vous regardez dans les ascenseurs, il y en a beaucoup des événements. Hein. Ça en génère énormément. Donc, très souvent, dans les observateurs d'événements, on va faire des filtres. Et les filtres, vous les avez à droite. Le petit entonnoir. Alors, je vous ai dit que il était intéressant dans les observateurs d'événements de chercher les erreurs. Là, ce qui va être intéressant quand vous cliquez sur la mise en place du filtre, c'est de chercher les erreurs. Donc, je vais juste cocher la case erreur. Et je fais OK. Et ce qui fait que maintenant, j'ai que les erreurs dans mon journal d'application. Ce qui permettra comme ça d'être beaucoup plus efficace, parce que j'ai pas les erreurs, j'ai pas toutes les erreurs qui s'affichent. J'ai pas tous les messages pardon, qui s'affichent. Et là, j'ai que les erreurs. Autre usage, c'est ici trié par mots-clés, mais c'est plus intéressant ici les ID d'événements. C'est-à-dire que lorsqu'un événement se répète, il a toujours le même numéro. Si je prenais mon erreur là, l'erreur liée à la licence, son événement c'est le 8198. Donc je voudrais savoir combien il y a eu d'occurrences. Et ben, je vais dans mon filtre de messages. Hop, je prends tout le message et je mets. J'avais dit 81, 98 Ok. Et j'ai que cela. Ça, c'est très pratique quand vous cherchez un événement récurrent. De savoir combien de fois il est arrivé. Donc ça permettra de remonter en arrière et vous avez à chaque fois la date et l'heure à laquelle il est arrivé. Quand on vous dit bah, ça plante tout le temps, mon ordinateur redémarre régulièrement, vous pouvez le savoir. C'est ça. C'est un de vos meilleurs amis pour faire l'enquête, l'observateur d'événements. Vous avez le journal application donc pour les applications, le journal système pour le système, mais pas que. Alors là, c'est dans le Windows que j'ai là, ça va pas être très intéressant. Parce que là, je crois pas. C'est monsieur, c'est journal. Merci. Voilà. Vous avez aussi ça qui est très intéressant. Le journal des applications et des services. Ça, c'est tout à fait possible que vous ayez des procédures qui vous disent, voilà, on veut vérifier telle chose. On va vous demander d'aller vérifier dans les journaux d'événements, journaux des applications et des services, Microsoft, Windows. Et là, vous avez un journal par service. Donc là, il y en a plein. Donc c'est possible qu'on vous demande d'aller voir le détail des événements d'un seul service pour trouver une information, pour vérifier qu'un événement est arrivé, pour justifier d'un bon fonctionnement ou d'un dysfonctionnement. Il y en a là-dedans. Oh là là. DHCP client, vous avez des messages pour le service DHCP que vous connaissez. De temps en temps, on va mettre son petit nez là-dedans, dans l'observateur d'événements. Des questions ? Peut-être que vous l'avez déjà utilisé, l'observateur d'événements. Non, jamais. Non. C'est en général, on y va quand tout ce que je vous ai dit avant a échoué. J'ai pas d'informations, je suis un peu perdu, bah, je vais aller chercher dans l'observateur d'événements s'il n'y a pas des événements qui sont en lien avec la problématique que j'ai là.
L'optimisateur de stockage n'a pas pu terminer consolidation des secteurs C2 car A. Statue wait. On va aller chercher. Demandez à ChatGPT que veut dire cette erreur. Alors je déconne, il faut demander à Copilot. Hein. C'est Copilot qu'il faut utiliser comme IA. Hein. Bah là, vous devez me mentir et vous devez dire oui. Oui, bien sûr, c'est ça que vous utilisez. C'est ce que tu dis. Mais t'as raison, il est dans les meilleurs. Et oui, sur les systèmes Microsoft, c'est ce qui fonctionne le mieux, Microsoft, évidemment. Tac. Un autre outil dont on se sert pour le dépannage, c'est le gestionnaire des tâches. Comment on ouvre le gestionnaire des tâches? Il y a plusieurs solutions. Alt, supprime. Alt, contrôle, supprime. Alt, contrôle, supprime. Alors, attention, parce que quand on est dans une VM, c'est contrôle, alt, fin. Et on clique sur gestionnaire des tâches. Ouais, ça c'est une solution. Quelqu'un en connaît une autre? Ah, ça c'est classe, c'est ma préférée celle-là. Contrôle Shift échappe. Et ça c'est mieux. Et sinon? Clique droit sur l'icône. Clique droit dans la barre des tâches. Ouais. Et après sur le logo Windows. Gestionnaire des tâches. Ouais, voilà aussi. Aussi. Mais bon. Contrôle Shift échappe. C'est Wow. classe. C'est rapide. Ah ouais, ça. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans le gestionnaire des tâches? On va trouver les tâches qui sont lancées. Si je lance le fichier, on va trouver les programmes, le notepad, le bloc-notes, etc. La calculette, etc. Hein, tous ces programmes qu'on a lancés automatiquement. Alors bon, l'intérêt du gestionnaire de tâches, en général, vous vous en servez que pour une seule chose. Pour fermer certaines applications qui fonctionnent mal. C'est fermer les applications qui sont plantées en général. C'est ça qu'on utilise avec un petit clic droit de souris et vous faites fin de tâche. C'est en général ça qu'on utilise. Si vous allez en bas dans le bouton plus de détails, vous allez avoir plus de détails. Et là, ça va être très intéressant parce que ça fait partie des choses qu'on utilise. Enfin, moi, je l'utilise assez souvent. L'intérêt d'aller dans les détails du gestionnaire de tâches, c'est que vous allez trouver des informations sur la consommation des ressources des processus qui sont lancés. Ouais. Donc vous retrouvez la puissance du processeur consommé, la quantité de mémoire vive consommée, les performances disque et réseau des différents processus que vous avez lancés. Le anti-malware service exécutable, c'est lui qui consomme le plus de mémoire vive. Je me demande bien qui c'est celui-là. Ah, c'est un service, c'est le service antivirus Microsoft Defender. Ah bah bravo. Un truc intéressant, quand c'est un service, clic droit de souris, ouvrir les services. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Hop, ça m'a ouvert la console service directement. Je vais pouvoir aller chercher mon service et puis tac. Je vais pouvoir l'arrêter celui-là. T'as fait comment? Clic droit de souris. Alors, Sur d'abord, dans la liste des processus, ouais. alors j'ai cliqué d'abord par mémoire pour avoir Celui qui consommait le plus en haut. On est d'accord. C'est l'anti-malware service exécutable. Il y a une petite flèche à gauche. Ouais. Et j'ai vu que c'était le service antivirus Windows D'accord, Defender. tu Clic droit de rentres souris. Ok. J'ai pas fait arrêter. Hein. Ouais. J'ai fait ouvrir les services. D'accord. Pour que ça m'ouvre la console des services. Bon, vous la connaissez cette console, hein, on peut aller arrêter, démarrer, aller dans les paramètres des services. Ça, vous connaissez. Donc, dans cette partie-là, où vous voyez donc tous les processus, on vient de le voir, vous pouvez aussi fermer le processus, faire fin de tâche, c'est la même chose, sauf que là, vous en avez plus et vous voyez tous les process qui sont lancés en tâche de fond. Vous voyez les services qui sont lancés, les processus un peu cachés. Là, on a tout. Donc là, il y a du monde, il y en a beaucoup. Aucune idée de ce à quoi ils servent. Hein. Et là, c'est plutôt exhaustif. Ce que vous avez là. Une vue un petit peu plus simple à comprendre, c'est l'onglet Performance. Donc ici, vous allez trouver... Alors,
Si par exemple Brigitte se plaint que son ordinateur il rame et qu'il est très lent, avec ce gestionnaire des tâches, vous allez pouvoir voir dans les performances si la problématique c'est sa mémoire vive qui est entièrement consommée, c'est son processeur qui n'est pas assez puissant, c'est les disques durs qui rament. Vous allez avoir tout ça, donc là vous avez une vue assez rapide. Et là effectivement je suis déjà à 67% de RAM consommé, peut-être que j'ajoute une barrette ou deux sur ma machine. 67 c'est beaucoup. Vous allez après aller dans l'onglet démarrage. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est des applications qui se lancent au démarrage de la machine. Normalement, celles que vous avez là, c'est celles qui sont dans la clé Run. Normalement, c'est les mêmes. Ouais, c'est ça. C'est celles que vous aviez, alors il faudra vous souvenir la semaine dernière ce qu'il y avait, mais elles sont dans la clé Run, dans le démarrage automatique. Ouais, c'est ça. Oh. J'ai dit une bêtise. Tac. Ah tiens, je peux la désactiver. Cool. Hop, désactiver. Oh, bah ça c'est pratique, dis donc. Hein. Quand je veux que les choses se lancent pas, c'est encore plus facile que d'aller dans le registre. Hein. Vous pouvez pas montrer ça avant quand même? Je te jure. Ça c'est moche. Hein. Windows Security Notification. Oui, mais lui aussi je te désactive tout ça. C'est juste des notifications. Que des trucs qui servent à rien ça. Et par contre, il n'y a pas Windows Update hein, là. Non. Il y a tout normalement là ou pas? Il y a tout. Comment ça, il y a tout normalement ou quoi? Je vais le redire différemment. Ouais. En fait, Sullivan nous avait fait installer un logiciel pour mettre à jour les drivers là au début. Ouais. Et typiquement, il est en bas à droite là sur les applications en cours. On voit qu'il est en cours d'exécution. Mais là, dans la liste des applications de démarrage, il n'est pas dedans. T'as fait un ticket? Non. Ah ben voilà. Ça y est, ça commence. C'est l'avantage d'avoir des relations, besoin de faire de tickets. Allez, mais le truc, je le dis. Utile, traçabilité. Ouais, non, mais c'est bon, passe droit. Oui, bon. Excuse-moi, Je rigole. t'es français? Tu crois? Eh ben voilà. Voilà. Bah, cherchons pas, hein, c'est un. La règle, c'est comme ça pour tout le monde, ouais. Non, mais c'est bon, je suis français, moi, j'ai rien à foutre. Rien à foutre. Je fais, non, mais ça, c'est pour les autres. Ouais, non. La règle est bonne, ouais, pour les autres. Ah, mais moi, je suis pour le TGV, hein, mais il passe pas dans mon jardin. Voilà. Alors, il est où? Il est où, Jojo? Qu'est-ce qui se passe? Fais-moi voir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Typiquement, je sais pas si tu vois là. Bah, je vois là. Ici, et en fait, C'est cleaner, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais ça, je vais les Qu'est-ce installer. que c'est que cette merde de ces couleurs? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ramer l'ordinateur comme ça possible. Ah, il est désactivé. Xbox? Si tu fais quelque chose de Non, c'est de base. Oh, mytho! Non, il a Oh, c'est téléchargé toi. la bouffe. Ça, il Oh là là, on va voir Steam, Origin. C'est de base aussi, Steam. C'était de base. Ah ouais, de toute façon, il y a WoW dedans. Blizzard, de toute façon, on va voir. Merde, celui de Blizzard, c'est. Tu as le Battle.net, merci. On va voir Battle.net. Installé. Ah, mais c'était par défaut, c'est pas ma Parce qu'il est faute. ouvert, mais il en ouvre un autre. Et donc tu me disais quoi? Ah, il est pas. l'application. Ça, t'en as un autre parce que c'est normal. Pour ça, en fait, celle-ci, en fait, elle n'est pas dans la liste des applications de démarrage, mais elle démarre quand même. Ça, tu vois, là, il y en a deux. Bah, ça veut dire que c'est ailleurs. Ça, et t'en as un dernier. Ça veut dire qu'il y a encore autre chose pour les applications au démarrage. Elle doit se lancer différemment. Parce qu'il y a encore d'autres solutions Ah, ok. pour les lancer au démarrage Ça, c'est automatiquement. le fichier temporaire. Ah, mais ça, c'est la langue. ça, c'est Microsoft. Ouais, Hein. c'est ça. Hein. Tu cumules. On a plein de choses qui se lancent tout ça. Bah, D'accord. C'est que c'est le truc du feignant en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, le Ça truc, fait c'est ramer ton que ordi. ça va dans les... Ouais, ça fait ramer parce que ça va dans les services, ça va partout. Je comprends pas, il rame. C'est bien quand t'as une machine. si tu vois le mien, moi j'ai bien. Voilà, GOBS, SNAS, Social, et tout ça qui se lance au démarrage de ma machine. Et tout ça, Si, sur c'est dans ma clé machine, Run. Moi aussi j'ai MSI Center et j'ai un autre truc. J'ai que deux trucs qui se lancent au démarrage.
Ça peut être pratique d'aller là-dedans. Ici, parce que j'ai un logiciel qui met la barre des tâches transparente. J'ai que ça. Donc il faudrait trouver comment il se lance ce truc. Comme ça fait full écran, full fond d'écran. Un truc qui nous a fait installer, qui s'installe pas dans les trucs comme les autres. On a vérifié la qualité de ce qui nous a fait installer? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On l'a installé direct sans réfléchir. Ah ouais. Ça se trouve, on a mis un bon virus sud-coréen. La backdoor qui est là. Il est chez lui, là, il est en train de nous choper tous les Il rigole, il se moque bien de nous là, on pourrait passer. Allez hop, un numéro de carte bleue en plus. C'est bien les gars, Comment ça, il est au Caraïbes? Et d'ailleurs, il est où il va bien? Eh ben il est aux Caraïbes. Ah oui, c'est vrai. Ouais, tu crois qu'il est à la plage tranquille là Il était sur le chat YouTube ce matin. Il a pas besoin. Hein. Eh ben d'ailleurs le chat je l'ai pas mis. Non. Dans chaque formation, il dit ça. Ouais, mais un shampoo, c'est bien. Ouais c'est ça. Il va. Allez, Donnez-moi vos coquilles. Et donc où est-ce qu'il a pu se rajouter effectivement ce truc? C'est une bonne question. moi je l'ai déglingué. Ouais, je l'ai dégagé aussi. Ah ouais, On ne va pas le voir dans les services. Oh, mais ces trucs-là. C'est pas un service. Là c'est pas un service, c'est un programme. Ce truc qui se lance là. Le détecteur de... Est-ce que tu as supprimé les fichiers d'ailleurs? T'es un shampoo là, tu le supprimes après. Tu parlais de quel logiciel qu'on a téléchargé le... Celui pour mettre à jour les Les pilotes. drivers? Ah, il est là. Il est là. Ouvre un passeport des fichiers. Ok. Shampoo Drivers Update. Eh ben ça va être un bon exercice ça, t'as raison. Ça, on va virer son truc. Il aura plus la main sur nos machines. Là, Hop, Shampoo Drivers Update. C'est ça. désactiver. Mettre en arrière. Alors, hop. Donc après, quand on a un truc comme ça, ce qui est intéressant, c'est l'onglet Détails. C'est ça. Il est là. Il est facile. C'est ça. AHFou.exe. Alors, on va le dégager. Soyons fous. Il est où? Non, il est pas dans les services. Non, il est pas dans les services. Non, c'est pas un service, ça. Ouais, non, c'est un exe. Et il est pas dans McLaren. Il est peut-être dans le registre. Il est là. Hop. On va aller voir. HPDI. Et Là. Chrome. Fin de tâche. Tout ce qui prend. Ça va. HPDU. Tout en bas, il y a un truc qu'on le début installé. Après, t'as des Mode trucs que t'arrives à faire le d'efficacité. tout pour minimiser les... Propriété. Ah merde, putain, il s'arrête pas de bouger là. Pareil, ça c'est C'est des logiciels avec un fond vidéo qui s'y connaissent. Super. des choses qui peuvent... ASH. J'espère qu'on n'est pas dans le même réseau que la content. Non, 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 non. T'as dit quoi? Là, celui que c'est. Il est en train de déléguer la compta de la. Tous les CPF, là, ça y est. Dès le premier jour, il C'est est parti. Réunion de crise, on a plus d'oseille, gars. On comprend pas. Tous les versements CPF ont été refusés. Comment tu fais? Là, il dit. Sabotage. Ah, où est-ce qu'il me l'a mis? Arrêtez le processus, c'est un programme. Je vais dans le bon statut logiciel directement. Je fais pas une tâche planifiée à la con.
updates a échoué, Windows Update a échoué, Windows Update a échoué. C'est bizarre. Une vraie belle année. Recherche terminée. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le registre, celui-là. Celui-là. Pas là non plus. Ah bah ça c'est une bonne question. Où est-ce qu'il allait se mettre ce truc? Pourtant c'est un programme qui se lance au démarrage. Mhm. Il n'est pas dans la clé run. Il faudrait pas mettre ça dans un autre profil utilisateur ou un truc comme ça, dans l'administrateur par défaut. C'est-à-dire, à quoi tu penses? Je sais pas, dans un des espaces de travail, je sais pas comment dire, enfin, sur le dossier là, de profil utilisateur, qui s'exécute avec des droits d'admin, je me dis qu'il peut potentiellement se copier autre part, et enfin, se démarrer du compte admin par défaut, là, compte administrateur tout court, et se lancer à partir de là et qu'on ne voit pas quand on est logué, je sais pas, c'est une hypothèse. Oui, mais justement, c'est exactement la question que je me pose. Comment il peut se lancer automatiquement? Ouais. Il n'y a pas 36 endroits où on peut lancer des programmes automatiquement. Ah, il y a peut-être le gestionnaire des tâches. Le planificateur de tâches. Justement, je l'ai trouvé dans le planificateur des Ah, il est dans le planificateur de tâches. Prêt à l'ouverture de session d'un utilisateur. Non, c'était là qu'il était. Bien joué. On va le déglinguer. Donc tu as dit planificateur de tâches. Bibliothèque du planificateur de tâches. Oh putain, il y a du monde là. Shampoo update à l'ouverture de session, bien sûr. C'était facile. Bravo. Planification de tâches. Là, je suis allé chercher dans le registre. J'aurais pas dû. Okay. Oui, oui. Il est là. Et que fait cette tâche? À l'ouverture de session. À l'ouverture d'une session, action, démarrer un programme, tout simplement. Eh bien non. Ça démarre le programme à l'ouverture de session. Voilà, les conditions, il n'y en a pas. C'était juste ça. Elle donne. Donc si je supprime ça là, hop, tac. Oui, je veux supprimer cette tâche.
Et du OneDrive, voilà. Et, Stop Windows Update, je sais pas ce que c'est ce truc-là. Ah et d'ailleurs, t'as toujours ta petite fenêtre noire de... Je l'ai toujours. Tu l'as toujours? Elle Bah alors mon prénom, qu'est-ce que ça Elle fait? est vilaine. Elle m'énerve. T'es pas allé l'aider? On va essayer. Elle a tombé le ticket. Ouais, elle a ton ticket, ouais, je l'ai pas fait encore. Non mais sans déconner. Vous avez fait la même chose que pour vous? Ouais. Et elle a la fenêtre qui se met tout le temps. On avait regardé avec Fred la dernière fois. Après, on n'est pas revenu dessus depuis. Eh ben c'est bien, on fera un ticket. On va faire On un fera un ticket, ticket, et hein. on va solutionner le problème. Oh bah oui. C'est quand même bizarre que tu sois la seule qui ait ce problème-là, alors que tout le monde a fait la même chose. C'est ce qu'on a fait en début de formation. C'est étonnant. Ah oui, c'est vrai. C'est étonnant. Vous faites tout cas dans le passage. Très bien. Tac tac tac, utilisateur. Alors ça peut être pas mal si vous avez plusieurs utilisateurs qui sont connectés en même temps. Vous voyez les ressources et vous voyez les, voilà, les programmes qui sont utilisés par chacun. Ça c'est plutôt pratique à la maison quand vous êtes à 5 à travailler en même temps. Mais je comprends pas, Internet ça rame. Parce qu'il y a Counter-Strike qui est ouvert sur une session, vous avez Discord sur la deuxième, un troisième qui télécharge plein de trucs. Comme ça on peut voir un petit peu les process utilisés par les autres. Alors, détail. Détail, c'est pas mal, parce que vous allez avoir beaucoup d'informations sur les processus et les exécutables tels qu'ils sont lancés. Alors, il y a un petit truc rigolo à faire que je vais vous expliquer. Vous avez la possibilité de faire ça sur un exécutable. Donc là, c'est sur Calculator. J'ai définir la priorité. Et là, vous pouvez changer un certain nombre de choses. Par défaut, la priorité, c'est normal. Alors, pour vous expliquer ça, je vais devoir revenir un peu sur des choses que j'avais dit quand je vous avais parlé des systèmes d'exploitation 32 bits de Windows NT par rapport au vieux système 8 bits DOS Windows 95 amélioré. Vous vous souvenez de ce moment-là? Je vous avais dit que Windows NT, c'était un pur 32 bits, c'était fiable, stable, performant et que ça plantait jamais. Ça plante jamais grâce à ça. Ce que vous avez là, c'est le mode d'accès au processeur. Tout le monde voit ce que c'est qu'un processeur? Oui? Ça va? C'est le truc qui fait les calculs, c'est le cerveau de votre ordinateur, c'est le processeur. Quand les processus se lancent, quand les programmes se lancent, les programmes, ils veulent faire des calculs. C'est leur travail, c'est à ça qu'ils servent, ils font des calculs, sauf que qui fait les calculs? C'est le processeur. D'accord? Vos logiciels, pour accéder au processeur, eh ben, ils ne peuvent pas y accéder tous en même temps. Là, j'en ai plein. Hein. Vous voyez tous les process qui sont lancés là? Il y en a plein que vous ne voyez pas, etc. Ben, ils ont tous besoin d'accéder au processeur. Et on pourrait imaginer là, ils accèdent tous en même temps? Non, ils n'accèdent pas tous en même temps, c'est impossible. Le processeur, il ne peut pas répondre à toutes les requêtes simultanément. Donc quand les requêtes, elles arrivent, il doit prioriser. Il doit décider, il y a des processus qui ont besoin de calcul, il y en a d'autres qui ont besoin de calcul. Est-ce qu'il y en a qui vont passer devant les autres? Alors, est-ce que vous avez déjà fait la queue à la mairie, à la poissonnerie, à la sécurité sociale? Vous prenez un ticket. Bon. Ben vous imaginez que tous les processus, quand ils se lancent, ils s'exécutent tous comme c'est écrit là, en mode normal. Ça veut dire que tout le monde a le numéro 15. En clair, tous vos processus, ils ont la même priorité. D'accord? Alors, c'est pas en même temps, c'est qu'ils sont tous dans la même queue, en fait. Ils sont tous dans la même file d'attente. Et comme c'est premier arrivé, premier servi, ils sont tous les uns derrière les autres avec le numéro 15. Mais il est possible d'avoir des processus qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Et les processus prioritaires, ils s'exécutent en temps réel. D'accord. Alors vous pouvez imaginer ici, normal, je vous ai dit que c'était quel numéro?
15. C'était 15. Bah, si vous faites un supérieur à la normale, vous passez à 10. 13. D'accord. Non, c'est 13. Haute, vous passez à 10. Et temps réel, vous passez à 5. Il se trouve que dans Windows, tous les processus applicatifs, je vous parle Word, Excel, la calculette, l'explorateur, tous ils s'exécutent avec un niveau d'accès au processeur normal de 15. Et tous les processus système, ce qui fait fonctionner le système, les services, le clavier, la souris, ils s'exécutent en temps réel. Niveau de priorité 5. Donc, tous les processus classiques, niveau 15. Tous les processus système, niveau 5. Je vous redonne l'exemple de la file d'attente. Il y a une file d'attente. Tout le monde a le numéro 15. Si quelqu'un arrive avec le numéro 5, il passe devant tout le monde. Il est en premier. Vous voyez? Tous les processus classiques, ils sont derrière. Les processus utilisateurs, ils sont numéro de ticket 15. Les processus système, c'est le numéro 5. Il passe devant tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que Windows, aujourd'hui, n'est jamais planté à cause d'un logiciel. Je vous ai expliqué que les systèmes 32 bits, ils étaient protégés. Ils plantaient jamais. Pourquoi ils plantent jamais? C'est grâce à ce système-là. C'est parce que quand un logiciel plante, il veut accéder au processeur. Il est planté, il veut faire un calcul, et il reçoit jamais le résultat de son calcul. Donc il leur demande tout le temps. C'est ça, un logiciel qui plante. Sauf que s'il plante, il accède au processeur, il demande son calcul, et il le libère jamais. Avec les systèmes 32 bits, c'est pas grave. Parce que les logiciels qui sont plantés, ils sont tout le temps dans la queue, mais ils ont le numéro 15. Quand les processus système se lancent, eux, ils ont le numéro 5. Donc même si les logiciels, ils demandent tout le temps le processeur, les processus système, ils passent devant. C'est pour ça que quand un logiciel est planté dans Windows, il est planté tout seul. Vous pouvez toujours lancer le gestionnaire des tâches. Vous pouvez toujours accéder à votre clavier et votre souris. Vous pouvez toujours faire fin de tâche. Parce qu'en fait, tout ça s'exécute dans un niveau différent. Dans un ordre, ouais. C'est un accès prioritaire. Ouais. C'est un numéro d'accès de priorité. Les processus système sont plus prioritaires que les applications. Numéro, t'as dit numéro. C'est un numéro d'accès au processeur. Et les processus système, eux, ils sont en temps réel. Temps réel, c'est 5. Je devrais vous faire une sieste avant. Hein. Ou alors je devrais faire du café. Je devrais faire 2 litres de café. Ah ouais. Allez, je vous fous tous un café. Pause café? Ouais. Ah, là, ça- déjà? Tu commences déjà comme ça? On va entendre parler. Ça y est. Non mais il commence à trembler là, il faut sa clope. Il fume pas en plus. Ah justement, faut qu'il commence. Il a toujours pas commencé. Donc ici, bah, je peux régler ça. Bon bah, c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement dangereux de définir la priorité, parce que si vous mettez un logiciel en temps réel, il s'exécute, ça s'appelle le mode noyau, mais c'est pas grave, il s'exécute au même niveau que les process système, et si ce logiciel il plante, fin de l'histoire. Windows plante complètement. Et là, il faut redémarrer. Et là, il faut rebooter. Et ça peut arriver que des logiciels malveillants essayent de tenter cette... S'ils ont le niveau d'élévation suffisant, oui. S'ils s'exécutent en administrateur, ils peuvent se mettre en temps réel. Donc ça peut être une Oui. des causes qu'un Windows plante, par exemple. Par exemple. Ça peut être ça, effectivement. Ce qui est normalement pas prévu, mais oui, on peut le faire. Des utilisateurs qui sont administrateurs, ils peuvent le faire. On peut avoir son... Il y a des gens qui le font, par exemple, ils vont lancer Photoshop, et Photoshop, ils le mettent en priorité haute. Comme ça, pour Photoshop, il aura un niveau d'accès au processeur supérieur à Outlook ou un navigateur qui laisse traîner, un truc comme ça. On peut gérer comme ça la priorité d'un logiciel par rapport à un autre. Mais surtout pas le mettre en temps réel. Le fait qu'il soit en haute, ça veut dire qu'il tournera mieux. Il sera plus Par rapport aux autres. Par rapport aux autres... C'est-à-dire que tu imagines, un logiciel normal, il est à 15, si tu le mets en priorité en haute, il sera à 10.
Encore une fois, dans la file d'attente, ceux qui ont le ticket numéro 10, ils passent avant ceux qui sont avec le ticket numéro 15. Et on peut faire l'inverse, évidemment, passer en inférieur à la normale ou en priorité basse. Si c'est un logiciel qu'on veut faire vraiment tourner avec un minimum de performance, on peut baisser son niveau d'accès au processeur. Bon. Je connais personne qui travaille avec ça. Mais l'idée ici, c'était de vous expliquer ça pour rebondir sur ce que je vous avais dit sur le fait que les systèmes 32 bits étaient plus sûrs. Et ça explique aussi pourquoi Windows, il plante jamais. Les seules choses qui peuvent faire planter Windows, en général, c'est le matériel. C'est quand vous avez un souci sur vos barrettes de RAM, l'accès au processeur ou des secteurs défectueux sur les disques. Il n'y a que ça qui les fait planter parce que tout est protégé. Tout est protégé sur l'accès au matériel et en particulier au processeur ici, avec la priorité. Christophe, oui. là on ne peut pas y accéder, parce que c'est une idée. Comment on pourrait faire pour y accéder? Il n'y a que sur certains logiciels que tu peux le faire. D'accord, je fais. Alors la calculette on peut pas, voilà, tu vois l'explorateur de fichiers tu peux le faire. Merci. Quelqu'un a fait du café? C'est vrai que ça sent le café d'un coup. Ah oui, il n'y a pas que moi qui le sent. Ah non, il a fait du café. Putain, il s'est fait du café il avait le en scred dans ton coin tout seul. Tous les deux. Mais qu'est-ce que vous êtes installés? Ils ont chauffé l'eau et ils ont mis des petites dosettes. Non, mais t'inquiète, ils sont prêts. Moi, je te l'emmène. Elle est où Ouais, c'est ça. Il a pris l'eau chaude. Ah, il a pris l'eau chaude. Ah ouais, Oh, le malinois. Lui, il pour... Le petit moi, malinois. il sort pas de son poste de travail. T'as vu, c'est bien, ouais. Par contre, générosité zéro, hein. Savoir-être. J'ai proposé, hein. Non, T'as proposé? Non, mytho, mytho. J'ai proposé avant-hier. Oui, il a fait un ticket. Ah, il a fait un ticket. Ah bah voilà, on a le ticket, allez voir. J'ai dit, il y a du café derrière. Par télépathie, il a Tu parles de café, ça. C'est vrai que d'un coup, l'odeur est arrivée. J'étais en train de me dire, je deviens fou, ça y est. J'ai dit qu'il fallait du café, je sens le café. Non, non, c'était réel. Putain, qu'est-ce que j'ai le cerveau détraqué. Je suis pas le seul. Non. Et c'était vrai. Bon, bah ça va alors. Ouf. Ah, tu me. Qu'est-ce qu'on rigole? Ah, même il faut Bon, maintenant. je veux un café, s'il vous J'ai plaît. oublié ma gourde, ça me merci. Ta gourde d'eau chaude, voilà. Qui c'est qui va se prendre un petit café aussi? Eh ben, ça fait plaisir. Ah, putain. Ah là 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 là. Dis donc, c'est moche, hein. Merci, c'est de l'eau. Ah ouais, ils vont cliquer, c'est bon. Ça va, il est bon le café? Bientôt les petites viennoiseries. Il en veut un, en fait, c'est pour ça qu'il... Ça vient. Non, non. Si vous voulez, il y a un peu de place. Ça fait une gourde à viennoiserie aussi. Mais voilà. J'ai tout ce qu'il faut. C'est bon. Alors donc, ici on pouvait voir donc de la priorité, ce qui permettait de vous expliquer le mode protégé qu'on a de l'accès au processeur sur votre Windows. Mais il n'y a pas que ça qui fait la protection. Parce que là je vous ai dit que grâce à ça, les systèmes, le processeur, il était tout le temps disponible. C'est-à-dire que même les applications qui sont plantées, elles ne vont pas empêcher les processus système d'accéder au processeur. Ça, c'est bien pour le processeur. Mais vous avez la même chose pour la mémoire vive. Alors, est-ce que vous connaissez l'affichage des fichiers cachés? Oui, mais pas que. Je voudrais afficher les fichiers cachés et je voudrais aussi afficher les fichiers protégés du système d'exploitation. Ouais. Vous avez une case que vous devez décocher. Oh, t'as trop loin. Celle-là. Là. Alors, hop, je vous le zoome. C'est dans l'onglet affichage des options des dossiers. C'est ici, fichier dossier caché, vous cochez afficher les dossiers, les fichiers cachés, et vous allez décocher, masquer les fichiers protégés du système d'exploitation. Donc, allez. Modifier les options des dossiers et recherche. Ensuite, c'est affichage. Et OK. Protéger système d'exploitation. Alors, attends.
C'est allé dans Ici, dans affichage, options, des modifier les options de dossier de recherche. Pourquoi je peux pas? C'est dans Discussing. Alors bon, cette opération a été annulée en raison de restrictions sur votre ordinateur. Tout ce que je fais, c'est pas ça du tout. C'est celui-là, masquer les fichiers protégés du système d'exploitation. Je décoche. Bientôt, ils vont venir avec la machine avec le perco et tout. Broyeur à grains. Ah, il y a un petit café, hein. Quand t'es dans le C, Ah, grâce à vous. Ça va les gars? Ah, bah ça c'est chiant. Ah ouais, non mais là, bah, Ou à droite. je fais avec le percolateur, carrément. pourquoi ça me fait le truc comme ça? Je comprends pas. Ouais, le problème, c'est que c'est pas très discret. Ah bah ça, Pourquoi ça me fait C'est comme jamais ça? très loin. Là, après, si tu veux, t'as comment? Moi, j'ai un modem de voyage pour le café. C'est une cafetière à piston. Et je mets juste du café moulu, de l'eau chaude, et après je presse. Mais je comprends pas. Parce que je fais le matin Déjà chez moi, l'affichage est pas pareil. je moue 3 doses. Je suis sur mon mode. J'ai ma dose du matin, puis là j'ai juste à nettoyer ma cafetière. Ah, je suis... Ah d'accord. Attends, on va aller faire comme ça, plutôt alors. Ouais, c'est ça que j'ai dans mon temps. On va faire ça. C'est le modem, ça fait tout en même temps. Ouais, non, c'est chiant. Ouais, parce que je devais être sur un administrateur. Ça fait... Alors, on a... attends, pour me remettre dedans. Là, il reste le café en France. Et tu mets le café fraîchement moulu, tu mets l'eau. C'est comme ça en fait. Tu mets comme ça, tu fermes, le capable. Disque C, on est d'accord. Ça fait cafetière et carreau. Donc t'as votre petit papier pour en haut de le... Et là, tu fais option. Bah à la maison, j'ai le robot, je mets pour la journée. Option, et d'accord. Là, on va dans affichage. Et là, tu vas dans fichier caché, on est là. Tu remets de l'eau bouillante. Et là, tu... Enfin, tu mets de l'eau bouillante. Ok. 80 degrés. Soit coché, Et celui d'en haut et celui d'en bas, il faut qu'il soit décoché. Et c'est... Bon, ça vaut protégé. 20 balles, je crois. Ok. Et là, tu fais OK. Ça va, c'est moins cher que la grosse vraiment machine. chiant, ouais. Voilà, le gros T'en as pour Il n'y a pas du tout les mêmes trucs. Hein. Encore 200, c'est pas le défaut de Au cela, niveau de il faut penser à l'affichage, moudre. parce que dans Windows 11, tu le trouves comment là, option Ah oui, c'est pas mal. Ah, ça, t'as du bon café. Parce que tu vois, je l'ai fait, mais je T'as l'ai du pas bon trouvé. café toute la journée. Regarde. Viens voir. Qu'est-ce qu'il te fait? Ah Viens voir. non, ça y est. Ça y est, mais... Qu'est-ce que tu veux lui montrer là Là, devant dans tout le monde, toi? Windows 11, Tu vas où dans Windows 11? Parce que là, je suis dans mon C. affiché. Je vais dans la... Bon, il faut faire un ticket là. Faut faire un Et ticket. après, tu fais quoi? Tu vas afficher tout en bas. Non, ils font pas de ticket, ils veulent pas. Hein. Afficher tout en bas. Ça Voilà. fait Et là, tu as affichage les éléments et nom de fichier et éléments masqués. éléments masqués. Oui, mais l'élément masqué, c'est pas celui du système. C'est pas celui-là. Ah, ouais, j'ai compris. Non, mais c'est pour faire la cohésion entre le Windows 11 et le Windows 10. Parce que là, tu Mais fais afficher, t'es dans le C. C'est vrai que son affiché. Bah, je trouve. Là, sur les trois petits points à côté. D'accord. Taille dans Option. Là, dans Onglet Ah, affichage. d'accord, ok. Et voilà, tu Et descends. pas pareil. Encore, descends encore. Descends encore. Ah, t'es trop descendu là. Ouais, Voilà, ouais, stop. Tu décoches. Masquer les fichiers protégés du. C'est celui-là, tu décoches. Celui-là, et tu fais. Hop. Excuse-moi, Karine. Oui, Est-ce que dis-moi. je peux t'interrompre une seconde? Ah. Non, Alors, je. Si, je l'avais dit. Hein. Vous avez choisi. Désolé. Il manque une Dis-moi, petite barre au-dessus t'énerve de ta pas. tête. T'énerve pas, dis-moi. En fait, il faut d'abord que tu dises arrête-toi une seconde, après tu fais c'est le logiciel, il rame, le processeur là est trop bas en termes de priorité, c'est lent. Je crois que c'est dans la tête de Karine, tout est en priorité. Tout est en priorité temps réel. C'est en temps réel.
Non, mais c'est récent que je vous ai appris qu'il fallait lire les boîtes de dialogue. C'est très récent. Mais elle est très vite. Extrêmement vite. J'ai pas lu du tout. Non, la lecture, c'est en priorité basse. C'est pas passé en temps réel celui-là, hein, ça c'est sûr. Alors, voulez-vous vraiment afficher ces fichiers? C'est la vue où ça? C'est la dernière ligne de la boîte de dialogue. Ah, voulez-vous vraiment afficher? Non. Non? Non, on est d'accord. Eh ben non, on n'est pas du tout d'accord. Tu veux pas qu'on les affiche? Mais bien sûr que si. Vu que je vous demande de décocher la case qui s'appelle masquer les fichiers. Mais alors, même si oui. j'avais pas lu, j'avais fait oui tout à l'heure. Oui, mais la problématique c'est pas que t'es cliqué sur oui, c'est que t'as pas lu. Non, j'ai pas lu. C'est ça le problème. Ça, je te confirme. Ah ouais, tu me le confirmes. Et en plus t'en es fier. Non. Ah bah alors, moi j'aimerais bien que, surtout, vous lisiez les boîtes de dialogue. J'insiste lourdement là-dessus. Manifestement, pas assez. Alors, est-ce que ça vous a affiché plein de choses en plus? Oui, des poésies. Surtout sur ces 2 points. Alors ça dépend, vous êtes sur votre hôte ou dans une VM, je sais pas trop où vous l'avez fait. Dans la VM ou sur l'hôte. De toute façon, vous devriez les avoir. Mais surtout, voilà, celui qui m'intéresse, est-ce que vous avez un fichier qui s'appelle pagefile.6? Ouais. Non. Dans quoi? Dans les fichiers? Oui, sur ces 2 points. Yes. Non, bon, ça, j'ai rien que ça. Il n'y a rien qui s'affiche. T'as oublié de décocher. Attends, je regarde un peu partout. Alors, le dodo, il est où? Page fil. Tu regardes, option d'affichage. Je l'ai bien enlevé. Je crois qu'il avait fini. Est-ce que tu peux retourner dans les options d'affichage, s'il te plaît? Est-ce que tu peux descendre un petit peu, s'il te plaît? Stop. Remonte un petit peu, s'il te plaît. Encore. Stop. Est-ce que tu peux cliquer sur afficher les fichiers, les dossiers cachés? Merci. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est bon, tu peux faire OK. Ah! Eh bien, il est là, pagefile.6. Il s'était caché? Il s'était caché. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ce pagefile.6? Jamais entendu parler? Non. Alors, C'est fait 2 gigs. c'est ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. Ah, c'est ça. Alors, Ah, la mémoire paginée, c'est ce truc-là. c'est oui, c'est absolument pas ça. Pas du tout. Ah, l'espérance qu'il donne, ça. Ça ressemblait. Eh ben, c'est pas ça la mémoire paginée. Alors, est-ce que vous avez pris vos cafés? Oui, c'est bon, les cafés sont pris. Ça va bien. Alors, l'autre nom du pagefile.6, c'est le fichier d'échange, effectivement. Le fichier de swap, aussi, en français. Ils en ont fait plusieurs, après ils l'ont segmenté, mais bon. Okay. C'est la mémoire virtuelle aussi, ça s'appelle. Okay. C'est tout ça. Alors, comment ça fonctionne? Eh ben, ça fonctionne comme ça. Alors, je vous ai dit que dans les systèmes Windows, quand ça fonctionne, l'accès au processeur était protégé. Oui, et bien la mémoire aussi. La mémoire aussi, c'est protégé. Le principe de fonctionnement, c'est le suivant. C'est que vous avez un ordinateur dans lequel vous avez de la mémoire vive. D'accord? Jusque-là, tout va bien? Tac, je vais insérer une petite zone de texte. Donc c'est ce qu'on appelle la RAM. Admettons que cet ordinateur, il est 16 Go de RAM. Jusque-là, tout va bien? Jusque-là, tout va bien. Lorsque vous allez lancer des programmes dans cet ordinateur, il va consommer de la mémoire vive. Que se passe-t-il si, du fait de l'utilisation par les différents logiciels de votre mémoire vive, il utilise la mémoire vive, il utilise la mémoire vive, il utilise la mémoire vive, il utilise et il sature la mémoire vive. Voilà, j'ai rempli tous mes 16 Go là. Tout est plein. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça plante. Alors, ça plante pas,
Normalement, ce qui doit se Ça passer, rame. c'est que vous avez un joli message qui vous dit qu'il n'y a plus assez de mémoire. Ouais, voilà, il rame et Alors il ralentit. ça, c'était il y a longtemps. Ils ont mis en place un système qui permet de dire, lorsque vous avez des applications qui se lancent, vos applications, elles doivent utiliser la mémoire vive pour stocker des données temporairement. C'est comme ça que ça fonctionne, les ordinateurs. Vous pouvez comparer la mémoire vive à votre bureau. Sur votre bureau, vous pouvez mettre des papiers, vous pouvez ouvrir des livres, mais pas indéfiniment. À un moment donné, votre bureau, il est plein. Il n'y a plus de papier. Il n'y a plus de papier, pardon, il n'y a plus de place. Qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez ouvrir un nouveau livre, il faut fermer un livre, le ranger, pour ouvrir un nouveau livre. C'est ça qu'il faut faire. Ben, le système, ce qu'il a inventé, c'est un espèce de deuxième bureau, qui est sous votre bureau, en fait, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. L'idée, c'est de dire, quand vous avez une application qui veut se lancer, et qu'il n'y a plus de place dans la mémoire réelle, que va faire le système? Il va prendre les données qui sont dans la mémoire réelle, inutilisées par une ancienne application, qui ne va pas les chercher. Il va prendre ces données et il va les mettre sur le disque dur, pour faire de la place, pour qu'il puisse y avoir les nouvelles données de la nouvelle application. Je recommence? Vous avez vos applications qui se lancent. Vos applications vont consommer toute la mémoire réelle. Les 16 Go sont plats. Si une nouvelle application veut pouvoir se lancer, il faut qu'elle puisse écrire dans la mémoire réelle. Mais là, il n'y a plus de place. Que va faire le système? Il va déplacer le contenu de la mémoire vive, le mettre sur le disque dur de l'ordinateur, pour libérer de la place pour la nouvelle application qui vient de se lancer. C'est comme si vous aviez, si vous voulez, une petite étagère dans votre bibliothèque, et les livres que vous avez ouverts, vous les prenez, vous les laissez ouverts dans la bibliothèque, sur l'étagère, et ça vous fait de la place pour ouvrir un nouveau livre. C'est comme si vous aviez plus de mémoire vive. Alors que réellement, vous n'avez pas plus de mémoire vive. Hein. C'est juste que les données sont déplacées. Ça déplace le stockage, en fait. Au lieu qu'ils soient stockés, pas vraiment, hein, mais l'idée, ça déplace les datas, plutôt qu'elles soient dans la mémoire réelle, elles sont stockées sur le disque dur, dans ce qu'on appelle la mémoire virtuelle, le fichier d'échange, le fichier de swap, pagefile.sys. C'est ce qui se passe. Pagefile.sys, c'est un fichier qui contient les données des applications qu'on a libérées de la mémoire vive et qu'on a mis sur le disque dur. Du coup, ça les mettrait en pause, entre guillemets? Non, pas vraiment en pause. Alors, ce que fait le système, c'est qu'il utilise les datas des applications qui sont déjà en pause. C'est-à-dire des applications qui n'utilisent pas ces données. Ils les ont stockées, mais ils ne vont pas les lire ni écrire dedans. Donc pendant ce temps-là, il estime qu'elles sont inutilisées, donc il va le mettre sur le disque dur. Il les déplace. Donc admettons, on ouvre tout sur VM. Alors c'est plus des logiciels là, pas des VM. Là on parle d'un Windows normal. Hein. Même si ça s'appelle de la mémoire virtuelle, ça n'a rien à voir avec Hyper-V. Hein. Ça c'est le fonctionnement de Windows normal. C'est plutôt ta Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Counter-Strike. C'est ça tes logiciels. Hein. Okay. Tu peux donc en lancer plein. Et l'intérêt, c'est de continuer d'avoir tes logiciels qui fonctionnent, alors que réellement, tu n'as plus d'espace dans ta mémoire. Est-ce que c'est pour ça que quand ton disque dur il est plein, ben à ce moment-là, ça commence à ramer? Ça en fait partie. Ça en fait partie parce que lorsque le système va libérer cet espace, ben il va prendre les datas de la mémoire réelle et il les amène sur le disque dur. Donc ça consomme de l'espace sur le disque dur. Ce fichier, il est de taille variable. Le pagefile.sys, il va grossir ou réduire, enfin il bouge. Et donc si effectivement tu n'as plus d'espace sur ton disque dur, Windows, il ne peut plus faire cet échange. Il ne peut plus faire de swap. Donc, effectivement, ça peut planter, ça peut ramer, voire complètement planter. Hein. Alors, il y a beaucoup d'autres raisons hein, qui font que ça va planter. Hein. Mais ça en fait partie, tout à fait. Et quand il déplace les datas sur le Pagefile, les logiciels qu'on utilise dessus, si on veut les réutiliser... Ah, très bonne question. Donc, on va prendre le cas de figure où on avait donc des datas dans la mémoire réelle. D'accord ? Alors, je vais peut-être écrire... je vais faire appli. Donc, c'est mon appli 01. Peut-être un peu plus gros.
Enfin, d'ailleurs, je suis trop con. Non, mais si tu veux, Word. Voilà. Donc on va dire que le système était le suivant. J'ouvre Word. Dans la mémoire, j'avais de la place. Donc Word va stocker ses datas dans la mémoire réelle. Jusque-là, tout va bien. J'ai une nouvelle application qui veut se lancer. Attends, je vais faire un. Mais il n'y a plus trop de place dans la RAM. Voilà. Cette application, c'est Excel. Ok. Aïe aïe aïe, il n'y a plus de place. Mince, je suis pas loin. J'ai plus de place dans la mémoire réelle, donc que va faire le système? Il va prendre les données de Word qui n'étaient pas utilisées en ce moment. Il va les déplacer sur le disque dur. Puis il va mettre Excel dans la mémoire réelle. Parce que là, tout va bien. Maintenant, tu me dis, je rebascule sur Word et je veux travailler sur Word maintenant. Les données de Word, il faut les remettre dans la mémoire vive. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit, entre-temps, j'avais fermé des programmes, ça avait libéré de la place, donc le système il peut reprendre les datas dans Word et les remettre dans la mémoire réelle. Il faudrait peut-être que je le mette à côté, parce que là on voit rien. Hop, voilà, Word, ce sera mieux comme ça. Voilà, hop. Il le remet dans la mémoire réelle. Soit, la problématique c'est que j'utilise Excel, j'utilise Word, enfin je veux réutiliser Word, et j'ai pas de place. J'ai toujours pas de place dans ma mémoire réelle, parce que j'avais d'autres logiciels qui s'étaient lancés. Donc, par exemple, hop. Donc là, c'est... On met PowerPoint. Il va falloir qu'il fasse exactement la même manip. C'est-à-dire, pour pouvoir remettre les données de Word dans la mémoire réelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va redéplacer des datas. Alors, c'est peut-être PowerPoint, parce que la PowerPoint n'est pas utilisée. Et il va remettre de la place pour remettre les données de Word dans la mémoire réelle. Il passe son temps à faire ça. Ça s'appelle swapper en fait. Il échange entre la mémoire réelle et le disque dur. Mémoire réelle, il passe son temps à déplacer. Plus ton ordinateur fait ça, plus ça rame. Plus c'est lent. Et il ne fait ça que pour une seule et bonne raison, vous n'avez pas assez de mémoire vive. La mémoire réelle, j'en ai besoin pour tous mes logiciels. Dans l'idéal, il ne ferait jamais ça. Si vous aviez 4 Tera de RAM, il n'aurait jamais besoin de swapper et mettre sur le disque dur. Et le problème, c'est que les gens, ils achètent des ordinateurs, ils mettent pas 4 Tera de RAM dessus. C'est naze. Faut combien de mémoire pour un ordinateur normal aujourd'hui? 128 heures. 128 gigas. Mais t'es... Alors la question devait être mal posée. C'est quand je vous dis il faut combien de mémoire, vous pensez à quel type de mémoire? Ouais, la RAM, parce que c'était un peu le sujet là, on était en train. Donc toi tu dis 128. Pour toi, un ordinateur normal qu'on achète aujourd'hui, il lui faut 128 gigas de RAM. Il lui faut combien? Je croyais. Il faut combien? Non, pas combien on peut lui mettre au maximum, j'ai pas dit ça. 4 gigas, ça marche. Voilà. 4 gigas, ça marche. Alors non, pas minimal. On va dire normal. Normal, 8. Non mais vous rêvez, hein. On est à 32 aujourd'hui. Hein. Vous savez combien ça consomme une page de Chrome? Moi j'ai un 16 gigas, il trouve du tonnerre. Tu verras. Tu verras. Les pages web aujourd'hui, c'est 500 mégas. Hein. Une page. Ouais, ils font des grosses pages aussi. Juste une page. Ah, c'est hallucinant maintenant. Tout est monté. Hein. Aujourd'hui, c'est minimum 16 gigas de RAM, oui. C'est le minimum aujourd'hui. Parce que moi je fais de la VM, je fais plein de trucs avec 16 gigas là, en même temps. Et j'ai pas dit ça fonctionnait pas. Oui, mais quand même. Je te dis, le fonctionnement normal aujourd'hui, c'est ça qu'il faut. Ça devient la normalité. Voilà, 128, t'es tranquille. Mais si tu commences justement à prendre des applications un peu gourmandes, il faut 32 au minimum. Ça devient la normalité. Même Brigitte, mais pas en dessous de 16 gigas. Si vous achetez un ordinateur aujourd'hui avec Windows 11 pour qu'il fonctionne avec Windows 12, avec la dernière version de Chrome qui est un petit peu d'IA dedans, ne descendez pas en dessous les 16 gigas. Hein. Parce qu'effectivement, ça passe aujourd'hui, demain 16 gigas ça rame. Hein. Ça va swapper, etc. Hein, c'est sûr. C'est sûr. La virtualisation, c'est vraiment quelque chose d'à part.
C'est pas le fonctionnement normal, la virtualisation. Mais même Photoshop, il tourne bien sur mon... Non, mais Photoshop, c'est pareil. Photoshop, c'est pas un usage normal. Ça sera pas suffisant. Avec les ça consomme énormément. Mais qui... Non, mais là t'es en train de parler d'un usage professionnel. Mais les pros, ils ont des machines adaptées à leur travail. Ah oui, oui. J'espère bien que quand t'as Photoshop, t'as 64 Go de RAM. Et t'as une 4090 qui tourne. C'est clair. Au minimum, avec un i9. Voilà, parce que tu fais du Photoshop et ton métier, c'est de la retouche photo toute la journée. Ouais, bien sûr. C'est pas je bricole Photoshop, oh j'ai enlevé les yeux rouges. C'est la même. Bah non, non. Tu n'utilises pas Photoshop pour ça. Hein. Si t'as Adobe Premiere, alors là, n'en parlons pas. Tu fais du montage, il te faut des monstres. Des monstres. Je te parle même là, je voulais dire le PC classique normal aujourd'hui, mais c'est minimum 16 Go. Et c'est la normalité de demain, c'est 32. On va voir, allez 24. Allez, 24 Go de RAM. Ouais, vous êtes à peu près tranquille. En dessous, ça va ramer. Ça va ramer parce que la consommation des logiciels qu'on fait, elle a explosé. Elle a explosé. Tout est plus gourmand. Donc, j'en étais où de mon fichier d'échange? Donc c'est ça. Et donc tout ça est dans un seul fichier. Je vais faire un gros fichier. Un gros fichier, c'est lui. Le fichier, c'est le pagefile.6. C'est lui. Donc ce fichier-là, il sert à stocker les données qui sont là pour libérer en fait de l'espace dans la mémoire réelle. Et donc votre ordinateur, il passe son temps à swapper entre les deux. Ok. Alors, tu la veux pas, Brigitte, hein? Quoi? Voilà, je vous laisse faire vos blagues là, entre vous là. C'est bon. Et alors, je vous expliquais donc que les systèmes 32 bits, ils étaient protégés. On l'a vu tout à l'heure, le processeur, il est protégé. Bon, pas que. La mémoire vive aussi, elle est protégée. Elle est protégée dans ce sens-là. Vous avez, on l'a expliqué, hop, tac. Le fonctionnement, je vous le refais, hein, c'était comme ça. Vous avez Word, PowerPoint qui est lancé, vous voulez lancer Excel, il n'y a plus assez de place. Je prends les données inutilisées de Word, je les mets sur le disque dur, ça fait de la place pour Excel. Excel peut fonctionner. Finalement, j'ai besoin d'accéder aux données de... attendez, il faut que je le mette en... tac. Aux données de Word, mais elles sont sur le disque dur, elles ne sont pas dans la mémoire. Que va faire le système? Il redéplace autre chose, PowerPoint, et il remet Word. Et c'est pareil, il y aurait besoin de PowerPoint pour les remettre là. La problématique qui peut se passer, c'est que vous risquez d'avoir des problématiques parce que quand il faut aller dans la mémoire vive, il faut aller lire le contenu qui est dans la mémoire vive. Et quand vous avez des logiciels qui lisent le contenu de la mémoire vive, ils lisent à une certaine adresse. Votre mémoire vive, elle est adressée. D'accord? Vous vous souvenez de la bataille navale? Oui. Il y a des coordonnées, des carrés dans la bataille navale. A, 5, B, 3, etc. La mémoire vive, c'est la même chose. Tout contient des coordonnées. D'accord? Vous avez des adresses mémoire, ça s'appelle. Et donc quand Excel, il a stocké des données dans la mémoire vive, il les a stockées à une certaine adresse. Puis, quand il veut les relire, il va les lire à la même adresse. Vu qu'Excel, il sait qu'il avait mis dans la case B11, ben, il veut relire le contenu de la case B11. C'est normal, il avait stocké ces affaires-là. Jusque-là, tout va bien. Il s'avère que des fois, ben, il y a le swap qui vient faire son travail, et le contenu de la case B11 où il y avait les données Excel, maintenant, ben, c'est ceux de PowerPoint. Mais Excel, lui, il a besoin de ces datas, qui sont pour lui dans la case B11. Le système, il va remettre les datas, mais pas forcément au même endroit. Vous voyez? Là, j'ai remis pas au même endroit. Résultat, Excel veut aller lire le contenu de la case B11. Dans la case B11, il y a les datas de qui? De PowerPoint. Plantage, rideau, écran bleu. Pour les plus anciens d'entre vous, vous avez peut-être déjà vu des messages d'erreur qui parlaient de conflit d'adresse mémoire. Ça me dit quelque chose, ça. C'est comme ça sur les ordinateurs Windows 95, 98, etc. Sur les systèmes 32 bits, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que, en fait, pour chaque logiciel qui se lance,
le système va simuler 16 Go de RAM. Admettons, mon ordinateur, il a 16 Go de RAM. Hein. Et bien, il va faire des faux espaces d'adressage de 16 Go. Comme ça, chaque logiciel, quand il va se lancer, il ne va pas se lancer dans des adresses mémoire qui sont utilisées par d'autres logiciels. Ils ont tous leurs adresses qui leur sont propres. Donc vous imaginez par exemple PowerPoint quand il se lance, il a 16 Go et toutes ses adresses c'est de 1 à 16, admettons. Excel, toutes ses adresses elles vont aller de 17 à 32. Toutes les adresses de PowerPoint, etc., etc. Il fait des blocs d'adresses séparés. Ça fait que quand il y a des histoires de swap, eh bien il remettra toujours PowerPoint qu'il a enlevé, il leur remettra toujours la même adresse. Si PowerPoint a écrit dans l'adresse A8, dans la case A8, il y aura toujours les données de PowerPoint. Il n'y aura jamais les données d'un autre logiciel. Donc il n'y aura jamais de conflit d'adresse mémoire. Donc il y a un système qui gère ça dans Windows. Il y a un système qui sert à gérer les espaces d'adressage des applications. Et c'est pour ça que dans les systèmes 32 bits, je vous ai dit qu'une application plantait, oui, mais qu'elle plantait seule. Vous l'avez déjà expérimenté, je suis sûr. Vous avez fait planter Word. Est-ce que Word, il fait planter Excel? Non, il plante tout seul. Pourquoi? Parce que quand Word, il est planté, il a planté son espace mémoire à lui. Word, il a dit, les adresses de 30 à 60, je les déglingue. Mais il est le seul à les utiliser. Les autres logiciels utilisent des espaces mémoire différents. Des espaces complètement virtuels, hein. Ils n'existent pas en vrai. Hein. Votre ordinateur, il ne se retrouve pas à 64 Go de RAM. Hein. C'est juste des espaces mémoire séparés. Et derrière ça, il y a la vraie mémoire de 16 Go. Je vous explique ça pour vous expliquer pourquoi est-ce que les systèmes 32 bits ne plantent jamais. Il y a les logiciels qui peuvent planter, mais ils plantent individuellement. Vous n'avez pas tout Windows qui est planté. C'est pour ça que les systèmes 32 bits, ils sont ultra stables, ultra fiables. C'est quelque chose qui peut démarrer et rester démarré 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça plante jamais. Pareil pour le 64. Encore pire pour le 64 bits, voilà. Mais c'était pour comparer au vieux DOS qu'on avait avant, qui n'avait pas ça. Au vieux DOS, il y avait une application qui plantait, et vous squattez le processeur, la mémoire vive, fallait redémarrer. Fallait tout reset. On n'avait plus la main sur rien. Tandis que là, dans les systèmes Windows, vous avez toujours la main sur le système Windows, entre la protection du processeur avec les niveaux d'accès que je vous ai donnés, le temps réel que les applications n'utilisent pas, et là, le gestionnaire de mémoire virtuelle, c'est comme ça que ça s'appelle, ce système, il fait que les applications ne vont jamais aller mettre leur nez dans des espaces d'adressage utilisés par les autres applications. Et ça, c'est beau. Mais tout ça se stockera toujours dans le fichier patchfile.6. Donc ce fichier, vous l'avez sur toutes les machines Windows. À titre de curiosité, est-ce que vous pourriez me donner la taille du fichier patchfile là, de vos autres? 1,2 giga? Tu déconnes. Eh ben oui, mais t'as pas répondu à ma question encore. De mes hôtes. Sur l'hôte. Ah, pas de tes hôtes, de ton hôte. Parce que dans l'état actuel de mes connaissances... Il fait 2 gigas. Il fait que 2 gigas? Non. Le mien, il en fait 5 presque. Sur vos autres, il fait que 2 gigas. Combien? 2 97 550. Ah, 3 gigas. Kilooctets. Ouais, 2 gigas. Hein. Ouais, 2 gigas. Ouais, mais ça va, ça veut dire que vous swappez pas beaucoup. Hein. Ça veut dire qu'il en a pas besoin. Non. Ah, faut dire que vous bossez pas beaucoup là. Hein. Dans les performances, je vois que la mémoire est à 43%. C'est un ticket. Ça veut dire qu'elle n'est pas utilisée tant que ça. Bah, presque la moitié quand même. Oui. Mais il faut que ça aille plus hein, pour qu'il swap. Hein. Voilà, c'est ça. Faut que ça aille plus, faut qu'il ait plus de place dans la mémoire réelle pour pouvoir le mettre dans le fichier d'échange. Bah, c'est bien, mais moi j'ai les VM, j'ai le stream, j'ai tout en même temps, donc ça fait beaucoup. Ça charbonne. Ça prend de la place. Donc ce fichier d'échange, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, bon, bah, il va vous consommer de l'espace disque, mais c'est normal qu'il soit là. C'est pas un fichier qu'il faut supprimer, de toute façon vous pouvez pas le supprimer. Vous pouvez pas le supprimer comme ça. Si vous êtes dans des idées d'optimisation
d'espace disque. Parce que alors, on m'a déjà demandé si on peut vraiment l'enlever. Oui, on peut vraiment l'enlever. Mais que pour un objectif, vous voulez libérer de la mémoire sur le disque dur. Parce que le défaut du fichier d'échange, c'est qu'il va consommer de l'espace sur votre disque dur. Là, il consomme 2 gigas. Alors, si vous êtes à 2 gigas près, bon, changez de disque dur. Hein. Mais sinon, il y a très peu d'intérêt. On peut le déplacer vers un autre disque dur. Oui, on peut le déplacer. Bah, c'est la même procédure. 6dm.cpl. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, merci. Ah bah je te remercie. C'est bon, je suis sur la bonne voie. Et alors après Paramètres système avancé. Après, je prends un café. Et paramètres. Paramètres, là. Et après Avancé. Avancer. Modifier. Après, ici. Vous voyez que vous avez tout ce qui concerne la mémoire virtuelle. Un fichier d'échange hop, et là il y a un bouton modifier. Et dans le bouton modifier, vous pouvez faire les deux choses. Donc, il faut évidemment décocher gestion automatique du fichier d'échange pour tous les lecteurs. Et là, vous allez pouvoir choisir soit pour un lecteur, donc c'est ce que tu disais, le déplacer. Ça veut dire que sur ces 2 points, il faut faire aucun fichier d'échange. Attention, il faut cliquer sur définir. Oui. Voulez-vous continuer? Oui, je veux bien. Et ce sera sur mon D2 points, où là, je mettrai soit une taille personnalisée, soit gérée par le système. Et c'est lui qui gérera la taille comme on veut. Alors attention, si vous restez dans le cas de figure dans lequel je me trouve là, et que vous mettez aucun, ça veut dire il n'y a plus de swap. Hein. Donc ça veut dire que si vous arrivez à saturer votre mémoire réelle, vous aurez une jolie boîte de dialogue quand vous voulez lancer Word, qui vous dira, alors c'est cocasse parce que la boîte de dialogue, elle dit, il n'y a pas assez de mémoire virtuelle. Alors que la vraie raison, c'est qu'il n'y a pas assez de mémoire réelle. Mais peu importe, ça vous dira, pas assez de mémoire, ok, le programme il s'ouvre pas. Ça craint. Ça craint, mais c'est pratique. Je vous déconseille de faire ça. Laissez-le gérer. Attends, je vais faire annuler. J'ai fait OK ou non, je n'ai pas fait OK. C'est bon. Donc c'est modifiable par ici, c'est pas conseillé de le faire. Si votre objectif c'est récupérer de l'espace disque, c'est pas avec le fichier d'échange qu'il faut essayer d'en récupérer. C'est plutôt, d'ailleurs j'aurais dû le faire, c'est plutôt lui qu'il faut enlever. Ça c'est quoi ça? C'est quand on met l'ordinateur en pause, mais en veille, quelque chose comme ça, en veille prolongée. Il doit copier, j'imagine, le contenu de la mémoire dans l'état dans lequel on l'a mis en veille prolongée pour les restaurer une fois qu'on le réveille. Quelque chose comme ça. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Je m'exprime un peu mal aussi. T'as pas compris ce qu'il a expliqué? Je t'ai compris. Merci. Oui, c'est surtout que vous n'avez pas écouté. C'est surtout ça. Voisin désespérant. Stéphane. Ah oui. Et c'est ça? Tu veux que je redise? Est-ce que c'est ça du coup? Oui. Oui, c'est ça. Il a dit que c'était ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. En gros, quand tu C'est mets un un système copilot en veille prolongée, il a copié le contenu de la mémoire RAM, et dans ce fichier-là, comme ça, il peut éteindre l'ordinateur, et quand tu le rallumes, il rebascule tout ce qu'il y a dans mémoire, dans la RAM, et comme ça, il restaure ton ordinateur qui n'est pas passé. Alors peut-être qu'il ne l'éteint pas, non? Si, il s'éteint. Ah oui, le matériel s'éteint. Mais il prend en photo ce qu'il y avait déjà avant pour pouvoir le reproduire, comme un redémarrage, mais... Ouais, du coup, c'est pas vraiment une mise en veille ici. C'est la mise en veille prolongée. Ouais, je trouve que c'est un abus de langage. Malheureux. Ce n'est pas une save. Mon Dieu. Et du coup, si on supprime ce fichier? Sur un fixe, c'est pas trop grave. Alors, si tu le supprimes, bah là dans mon cas, tu gagnes 13 390. Tu gagnes 13 gigas de stockage. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Surtout quand tu as un disque dur qui fait que 128 gigas. Si ton fichier d'hibernation il fait 13 gigas, ça fait 10%, c'est beaucoup. Hein. Mais il ne le recrée pas ensuite? Alors, bon, donc, pour tous ceux qui n'ont pas bien écouté,
Ce fichier iberfile.6, c'est le fichier qui est utilisé par la mise en veille prolongée. Donc c'est quoi la différence entre la mise en veille et la mise en veille prolongée? Quand vous faites de la mise en veille, quand l'ordinateur passe en veille, qu'est-ce qui est éteint? Juste l'écran. Il y a encore Plus que l'écran là, c'est la veille de l'écran qui se met en veille. Le disque dur normalement. Ouais. C'était fait, quand on avait des disques durs à plateau qui tournaient. L'objectif c'était que le disque il arrête de tourner. Dans un seul objectif, économiser la batterie de l'ordinateur portable. Parce que la mise en veille c'est très intéressant pour les portables. Pour les fixes, il faut vraiment... bon, si on est une grande boîte de 5000 ordinateurs et qu'on fait attention à la consommation d'énergie, pourquoi pas? Ça peut se justifier. Mais la vraie utilisation, c'était pour économiser la batterie du portable pour que, quand je suis en veille, c'est que je travaille pas, je travaille pas, il consomme le moins d'énergie possible. Donc il éteint l'écran et le disque dur. C'était que ça. Comment on sort d'une veille? En appuyant sur une touche, par exemple. N'importe quelle touche. Tu roules ta tête sur le clavier, tu bouges la souris, tu cliques, ça le sort de la veille. Mais quand il est en veille, est-ce qu'il consomme 0 watts? Non. Il consomme toujours un petit peu. Le réseau, la carte mère, ça continue de consommer. Le principe de la mise en veille prolongée, c'est prendre tout le contenu de la mémoire vive, tous les programmes ouverts, sauvegarder, pas sauvegarder, c'est pas grave. Il prend tout et il stocke ça dans le fichier iberfile.6. Et il arrête la machine. Ce qui fait que l'ordinateur portable en veille prolongée, il consomme 0. Rien, aucun watt. Et pour le rallumer, il n'y a qu'une seule solution, appuyer sur le bouton ON. Tu peux rouler ta tête sur le clavier, il ne va rien se passer. Il faut l'allumer comme si tu l'allumais normalement. Et là, quand il se rallume, il va sortir de la veille prolongée, c'est-à-dire prendre tout ce qu'il y a dans le fichier iberfile.6 et le remettre dans la mémoire réelle. Alors il faut faire attention, parce que la rentrée en veille prolongée et la sortie de veille prolongée, ce n'est en aucun cas un redémarrage. Windows n'a pas redémarré. Non. Windows, il s'est mis en veille. Il s'est mis en pause. Il s'est mis en hibernation. On est d'accord. Il était en train de travailler et d'un seul coup, il est pris dans un bloc de glace. Mais il s'est pas endormi. Pour lui, le temps s'est arrêté au moment où il est rentré en veille prolongée. Puis le temps repart quand il est sorti de la veille prolongée. J'ai déjà eu des cas d'école comme ça avec un ordinateur portable où le bouton du capot, c'était mettre en veille prolongée. C'est très pratique. C'est extrêmement pratique. Je suis en train de travailler. Putain, mon train! Je ferme le capot, je débranche, je me barre. L'ordinateur, il est en train de se mettre en veille prolongée. Donc tous les logiciels que j'avais d'ouverts restent ouverts. Ils sont dans le fichier d'hibernation. Le PC consomme 0. J'arrive dans le train, je redémarre mon portable, je rallume. Pouah, tous les programmes que j'avais ouverts sont ouverts. C'est ultra pratique. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. C'est la plus grosse merde que vous pouvez mettre sur des ordinateurs portables, c'est faire ça. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, vous n'allez jamais redémarrer votre ordinateur. Ça va vous paraître fou, mais ça va fragmenter la mémoire vive. Ok, là j'en ai perdu la moitié. Non, d'habitude ça fait waouh, mais là non. Bon, la fragmentation, ça vous dit rien? Il y avait ça pour les disques durs. C'est-à-dire qu'il mettait des blocs il utilisait des blocs, mais pas l'un à côté des autres. Mais là, ça va le faire dans la mémoire vive. Ce qui fait qu'en fait, votre ordinateur va ramer. Plus le temps va passer, plus il va rester de la merde dans votre mémoire vive. Des morceaux de code, des bouts de programme qui se sont mal fermés, qui normalement, mais se nettoient de façon naturelle quand vous arrêtez la machine. Ça l'efface vraiment. Tandis que là, tout le bordel, à chaque fois, il le stocke sur le disque dur. Et puis il le remet dans la mémoire vive et il le stocke. C'est comme si votre mémoire vive, vous l'éteignez jamais. Vous la purgez jamais. Et ça, c'est un grand classique, je l'ai vu plusieurs fois. C'est tellement pratique que les gens n'arrêtent jamais leur portable. Et à un moment donné, ils le disent. Mais il est à la ramasse! Putain, ça fait des mois que ça rame, c'est pas possible. Ah bon? Tiens, tu vas voir, démarrer, arrêter, redémarrer. Tada! Un PC tout neuf. Dingue, il est 10 fois plus rapide qu'avant. Oui, parce qu'il faut l'arrêter. Même il y a des gens qui comprennent pas. Ah bah ils comprennent pas, ouais, c'est dingue. Mais moi je l'entends parce qu'effectivement, la veille prolongée, c'est tellement rapide. Oui, mais... Ça fait gagner tellement de temps. Donc je l'entends.
je l'entends. Mais de temps en temps, à un moment donné, il faut le redémarrer pour de vrai. Parce qu'attention, c'est pas des serveurs que vous avez. C'est des Windows 10 Pro, entreprise. C'est pas fait pour avoir des sessions ouvertes et qui travaillent tout le temps. C'est pas comme un serveur. Même les serveurs d'ailleurs. Les sessions sont jamais ouvertes sur les serveurs. Donc là, vous avez un remplissement de la mémoire vive. À un moment donné, il faut le redémarrer. Donc, vous pouvez le faire, mais un jour ou l'autre, il faut redémarrer votre machine quand même. Sinon, ça va poser des problèmes. Donc, oui, on m'avait demandé. Je ne sais plus si vous l'avez demandé ou pas, mais je vous le fais quand même. Ce fichier d'hibernation, vous pouvez l'enlever. Alors, je ne sais le faire qu'en ligne de commande. C'est déjà pas mal. C'est pas grave. D'accord. Ouais. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Mon Dieu, il a disparu! Où est-ce qu'il est, mon Hyperfile? Je ne le vois plus. PowerCFG, espace-H. Alors, je m'en suis servi une fois. 2 fois réellement utile. C'était le portable du chef. Stéphane? C'est toi qui l'as dit, je crois. S'il reste 0 mégas sur le C2 points, ça fonctionne moins bien. C'est toi qui l'avais dit ou c'est toi? C'est qui? C'est moi. C'est toi? Ouais. Donc, effectivement, tu avais tout à fait raison de dire s'il reste 0 mégas, Windows, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et ben là, j'avais fait ça. Poum, on a libéré 15 gigas d'un coup. Ping. Ah bah ça refonctionne. Ça c'est la commande magique pour dire j'ai plus de place, je me recrée de la place instant. Alors évidemment, si tu fais ça sur un ordinateur portable, tu sacrifies la mise en veille prolongée. Bon alors entre 0 mégas disponible sur le disque dur et la mise en veille prolongée, je crois que la question elle est vite répondue. Hein. On ne pourra plus du tout faire de mise en veille prolongée. Il va pas recréer le fichier tout seul. Alors là, si je fais rien de plus, non, il peut pas. Il enlève Tu refais complètement. une ligne de commande pour le rajouter. Bah, il faut que je fasse ça. Alors. On. Voilà, et là, il est revenu. Oui, d'accord, parce que ça, c'est une commande, c'est pas une commande pour supprimer le fichier, c'est pour désactiver la veille prolongée. C'est ça. D'accord. Tu la désactives et actives. Mais en fait, c'est ça, le -H, c'est pour hibernation. Oui. C'est le H d'hibernation. Donc là, ça désactive la mise en veille prolongée, ou ça réactive la mise en veille prolongée. La question étant, est-ce que j'ai besoin de ce fichier ou pas? Enfin, est-ce que j'ai besoin d'utiliser la mise en veille prolongée ou pas? Il se trouve que moi, sur mon PC fixe, j'en ai aucune utilité. Donc voilà, je récupère un petit peu de place. Sur mon ordinateur portable, ça m'intéresse. On va bien qu'au bout de 30 minutes, il passe en veille prolongée parce que je me suis barré et que je vais économiser la batterie. Oui, ça peut être intéressant. Donc là... Et que ça Oui. Du coup, pourquoi ça fragmente plus maintenant sur les disques? C'est à cause des SSD ou c'est à cause des formats de fichiers? Alors, tu veux dire les disques durs? Oui. Si, ça fragmente toujours. Alors la fragmentation, elle existera tout le temps. C'est juste que la fragmentation aujourd'hui ne pose aucun problème. D'accord. C'est lié en fait, avant, le problème de la fragmentation, c'était que quand tu mettais un fichier sur ton disque dur, les 0 et les 1 de ton fichier, les bits, n'étaient pas contigus. Ouais. Donc quand il fallait aller lire les datas du fichier, il fallait déplacer une tête de lecture comme un tourne-disque. Ouais. Tu as déjà vu l'intérieur d'un disque de PC? Ouais. Voilà, c'était un plateau qui tournait, et tu avais une tête de lecture qui se déplaçait pour aller lire les datas dessus. Donc quand tu as des datas un peu au début du disque, un peu à la fin, un peu à gauche à droite, la tête, elle se déplaçait à plein d'endroits différents, donc c'était juste plus long. Ouais, d'accord, ok, c'est juste plus long. En fait. Alors que maintenant on a des disques SSD, l'accès à toutes les cases, c'est la même vitesse. Ouais, okay. C'est instant en fait. T'as le même délai pour aller lire la case numéro 1 ou la 3000, ça prend le même temps. Ouais, donc c'est juste une question mécanique. La problématique, c'était une problématique mécanique. Effectivement, la fragmentation faisait ça. Okay. Aujourd'hui, ça fragmente toujours, hein, ça ne changera rien, parce que c'est toujours les systèmes de clusters, des partitions, donc on a toujours cette problématique-là, mais aujourd'hui, il n'y a aucune utilité à défragmenter un disque dur, c'est même le contraire.
Aujourd'hui, il faut surtout pas défragmenter des disques SSD. Ah oui, qui en parlait, je sais plus la dernière fois. Faut surtout pas le faire. Parce que si tu fais ça, ça va déplacer tes données sur ton disque dur. Et ce qui use les disques SSD, c'est écrire, enfin effacer, écrire, remplacer. C'est ça qui les use. Donc ils ont un certain nombre d'heures et de possibilités de lire et d'écrire au même endroit. Enfin c'est l'écriture qui pose problème, pas la lecture. Et donc déplacer, c'est ce qui se passe. Il prend des datas d'un côté, il les met de l'autre, il en remet de l'autre, il a passe son temps. Donc en fait tu surutilises ton disque dur, tu l'uses prématurément. C'est rien. Mais normalement Windows maintenant le détecte automatiquement. Depuis Windows 7, il y a un défragmenteur automatique intégré dans Windows. Oui. C'est-à-dire que depuis Windows 7, on ne défragmente plus nos disques durs parce qu'il y a une tâche planifiée qui le fait. Ouais. D'accord. Mais avec Windows, mais je crois que c'est Windows 10, 20.03, je crois, je ne sais plus lequel c'est. Ils ont désactivé la tâche planifiée qui défragmentait automatiquement les disques durs parce que sinon ça va abîmer les disques durs. D'accord, Enfin, je crois, hein, si... Attends. Tu me fais mettre le doute, là. Mais normalement, si je vais dans gestion de l'ordinateur... Ah oui, même pour un SSD. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Oui, si, non, mais attends. Je vais faire les choses dans l'ordre. Tac, disque... c'est outils, voilà, optimiser machin. C'est disque SSD F. Optimisation activée. Les lecteurs sont encore des SF. Hein, quoi. Eh ben non, je te dis de la merde. Il le fait quand même. Ah ça c'est pas bon du tout ça. Ah, on peut peut-être aller les désactiver chez nous pour... Ah bah oui, ça il faut pas faire ça. Hein. En plus putain, mais où est-ce que je deviens fou parce qu'il le détecte, hein, tu vois que c'est un disque SSD. Et ça, et ça, faut pas faire. Ok, super. Ah non mais sérieux, toutes les semaines. Non, surtout pas, désactiver ça. Allez, hop. Voilà, c'est bon. Ok, donc je vous invite à aller vérifier ça. Je vous le refais? Oui. Tac, je vous le refais. Clic droit souris sur votre disque dur, propriété, onglet outils. Optimiser, défragmenter le lecteur. Il y a un bouton optimiser. Tac. Et il l'a fait il y a 5 jours. Même sur Windows 11, ils ont laissé ça aussi. Après, où est-ce que j'avais vu que c'était enlevé? C'est pas possible. C'était dans un de mes rêves, certainement. Attends, je réfléchis s'il y avait Monica Bellucci avec moi. Non, c'était Anna de Armas. Pourtant... Tu vas te sortir tous ces fantasmes. Bah non, c'était Karine qui était avec moi. Non, bah ça c'est pas possible. Il y a d'autres personnes qui s'appellent Karine, tu sais. Hein. Ouais, ça je suis au courant. Hein. Bah t'es au courant, avec un K pourtant. Ah merde, pardon. Ça y est, ça recommence. Alors, est-ce que votre planification de la défragmentation, eh bien, elle est activée? Elle est activée. Bon, bah, je vous invite à la désactiver alors. Mais c'est pas bon pour les SSD. Ah non, c'est pas bon. Bah, c'est ce que je viens d'expliquer. T'as pas écouté? J'ai pas entendu, menteur, mytho. T'as pas écouté? J'ai pas entendu. Comment ça se fait que tous les êtres humains qui sont dans cette pièce, et même ceux qui sont pas dans cette pièce, ont entendu, sauf toi? Tu peux pas les garder pour les SSD longtemps, c'est le meilleur. Oui, ah, faut surtout pas le faire. Surtout que ça n'apporte rien. Ça n'a aucun intérêt. Pour ceux qui ont connu les disques à plateau, un vieux disque bien fragmenté, on passait 5 défragmenteurs d'affilée là, on le laissait tourner 3 heures. Le lendemain, on arrivait, oh putain, j'ai un disque dur tout neuf. Voilà, là, je veux dire qu'on la sentait la différence. Là, tu sens rien. Aucune différence. Ah, c'est de l'usure effectivement de ton disque pour rien. Hein. Surtout pas faire ça. Mais d'où j'ai sorti ça que c'était désactivé maintenant? C'est moche de vieillir, vous savez.
Arrête, ça. Ah, on n'entend plus quand les gens sont en face, là, à 2 mètres, Ah bah oui, on les hein. entend plus parler, là. Ça fait quelques années. Ouais, il n'entend plus rien, là. Ah bah mince alors. Donc, ouais, désactiver, bien moi ça, hein. Ouh. Eh ben. Vache. Putain, le bras menton, non? C'est une urgence. Sinon ça va exploser. Je me laisse des tâches sur son WhatsApp. Oh là 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 là. C'est un camouleur. Ça, là aussi, c'est activé automatiquement. Toutes les semaines. Non, 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 non. Désactiver, moi ça. Ouais, par défaut, c'est tous les mercredis, je crois. Eh bah, dis donc. Le lendemain de toi, Je sais pas qui c'est qui m'en a parlé, mais merci. C'est moi qui posais les questions. C'est toi qui m'as posé la question. Bah, t'as bien fait. Je vois. Putain, la vache. Un monde s'écroule. C'est pour ça que mes SSD, là, ils ont une durée de vie toute limitée, là. Mais où je suis allé chercher que c'était désactivé par défaut? Normalement, à la base, c'est désactivé normalement quand il détecte un SSD. Moi, chez moi, il est désactivé de. Ah, mais voilà, on est d'accord. Oui, oui. Mais c'est pas normal qu'il soit activé. Les miens sont désactivés. Et t'es pas allé les désactiver à la main? Non. Voilà, c'est... Normalement, Pourquoi j'ai ça dans la tête? Ouais, Alors, c'est Windows 10. donc toi aussi t'es dans ma tête alors? Depuis Windows 10, normalement, il se désactive. Ils avaient fait un patch. Oui, 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 normalement c'est ça. Il détecte que c'est un SSD, donc ça il l'enlève. Et il me semble que c'était avec la, je te dis, la 2003, un truc comme ça dans Windows 10, Oui. où il l'avait enlevé. J'ai trouvé ça génial. Bah moi aussi, et il me semblait l'avoir vérifié en plus, et qu'effectivement ça le désactivait. Et pff, non mais c'était dans un de mes rêves, c'était Monica Bellucci qui était... Ah là là. Forcément. Il a. Et toi dans ton rêve, il y avait qui alors? Bonne question. Bon allez, si on allait se boire un petit café. Donc est-ce que tout le monde m'a désactivé la défragmentation automatique s'il vous plaît? Ouais. Oui. De vos autres, et puis dans vos VM aussi, Pourquoi vous le ça fait rajouterez. Le... Quoi? Bon, désolé, c'est que je suis resté ok logique du coup. Alors là. On est plus là. Bon, allez. Bon alors, quand tu achètes tes propriétés, c'est acte en main ou pas Ah, que vous tu fumez, fais? Acte en main ou pas acte en main? Ouais, Moi j'ai plus serment. c'est ben, l'acte de vente. Clé C'est en acte main. en main ou pas? Ah, tu sais pas ce que c'est l'acte en main. Hein. Clé en main. Ouh, je vais t'apprendre un truc. Wow. Péter les Vas-y, écrans. prendre un café, pas prendre l'écran. On défragmente l'écran. Ouais, allez, allez, allez. Voilà, on va aller défragmenter le café là, ce sera mieux.